Et bonsoir à tous. Ça fait très plaisir de vous retrouver pour le premier Expert Talk de la semaine. On est à l'heure aujourd'hui. Vous remarquerez que c'est assez rare pour être noté, mais voilà, ça nous fait plaisir de vous retrouver. Ça nous fait plaisir d'être à l'heure. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, bonjour. Pensez à rejoindre les lives. C'est donc tous les mercredis à 18h. Et sans trop tarder, on va directement aller retrouver notre équipe de choc qui est dans Engage. Cette semaine, c'est le tour des garçons. Bonjour les garçons. Bonjour. Vous allez bien cette semaine? Plutôt pas mal. Ok, c'est cool. Ça dépend de ce qu'on va nous dire ce soir, mais quoi qu'il arrive, on restera déconfiné grâce à la VR, mais sinon ça va. Et je crois que justement, en prévision d'un futur confinement, vous avez choisi un sujet qui va être assez adapté. Et un lieu magnifique. Hein. Tu pourrais d'ailleurs faire un petit tour de caméra pour montrer à nos amis le magnifique endroit dans lequel nous sommes ce soir, donc, qui est une réplique d'une des bibliothèques de l'université d'Oxford. Donc c'est plutôt chic, on a un peu agrémenté à notre goût pour proposer ce soir un décor un petit peu différent. Salut Yacine. Salut Content de te Nicolas. retrouver. Olivier est là, il est là en audio, il ne devrait pas tarder à arriver avec nous dans cette magnifique. J'arrive pour une petite seconde. Oui, on précise que Olivier n'est pas le lion qui rugit à côté de toi, Nicolas. Il y a toujours son avatar normal qui arrive. Et pas la fée non plus, malheureusement pour lui. Non, c'est vrai. Parce qu'on pourrait faire des expert talks déguisés, mais on Ça attendra viendra. mardi. Ça viendra. Alors, pour ça, il suffit d'aller sur VRChat de toute façon, et c'est la foire au déguisement. Oui, mais comme nous sommes des gens sérieux, on ne se déguise Ouais, pas. on en profite d'ailleurs pour dire que maintenant, on a quand même assez facilement la possibilité d'importer des avatars réalistes dans VRChat, donc ce qui est un premier pas dans cette quête au réalisme de la VR, qui est une voie parmi d'autres, parce que c'est pas la seule. Et on sait aussi que Mark Zuckerberg, en tout cas les équipes de Facebook, font beaucoup d'efforts pour proposer des avatars réalistes pour les prochaines versions de Quest. Voyons, on verra ce que ça engendre, puisque finalement, quand on est dans la VR, on n'est pas obligé non plus de ressembler à ce qu'on est dans la vie réelle. C'est quand même l'intérêt. Donc pourquoi pas être un lion ou une fée la prochaine fois, en effet. Allez, on garde ça pour la prochaine fois. Donc, on a quelques sujets à discuter ce soir, évidemment. Moi, je voulais vous proposer un sujet sur les musées virtuels. Alors d'ailleurs, vous voyez sur l'image que les avatars de More sont assez simplistes. En tous les cas, voilà, je voulais profiter de l'occasion du fait que More vient d'être rendu gratuit pour les 2 prochaines semaines. Donc, MORE, c'est l'acronyme de Museum of Other Reality, qui est, à ma connaissance, le premier musée virtuel permanent qui permet d'organiser des expositions d'œuvres virtuelles. Alors, on doit probablement pouvoir y amener des œuvres réelles, mais l'intérêt est de pouvoir exposer. Hello Olivier, te voilà. Salut Olivier. Salut tout le monde. Donc, l'intérêt de MORE est de pouvoir présenter aux gens qui s'y rendent dans ce musée virtuel des œuvres virtuelles et qui sont créées par des artistes et il y a très très souvent des choses extrêmement surprenantes. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle que cette application qui vaut une vingtaine d'euros, et c'est normal, soit rendue libre pour les 2 prochaines semaines. La contrepartie de cette application, et là aussi c'est normal pour des questions de qualité graphique, parce qu'on a affaire à des artistes qui font des choses qui sont quand même assez surprenantes. Donc cette application est réservée aux possesseurs de PC VR Ready et donc d'un casque filaire ou d'un Quest avec le Link. Mais pour tous ces gens-là, et on commence à être relativement nombreux, je pense que c'est une très belle nouvelle et une belle opportunité de découvrir cet environnement très qualitatif. Et évidemment, multi-user, puisque l'intérêt, c'est de pouvoir organiser des expositions collectives. Et donc, voilà, pour les 2 prochaines semaines, tout le monde peut accéder gratuitement à MORE. Donc, ça me paraissait intéressant de poser ce sujet sur la table. Et puis, plus largement, de
de faire un tour sur les différents. Oups, je suis allé un peu loin, je pense. Voilà. Sur les différentes expériences muséographiques qui existent ou qui sont en train d'arriver. Donc là, je vous en ai fait une petite composition de 4. En bas, le Kremer Museum, qui, en ce qui me concerne, est probablement une des premières belles expériences de musée virtuel qui fonctionnait déjà sur les Oculus Go, qui fonctionne toujours sur les Oculus Go, et qui est graphiquement et en termes d'ergonomie plutôt assez plaisante. Donc, c'est une expérience qui met en valeur les collections du musée Kremer, hein, qui sont des mécènes américains. L'inoubliable, enfin pour moi, l'inoubliable All the World, avec Richard Attenborough qui filmé en vidéo volumétrique, donc avec un niveau de réalisme formidable, vous entraîne dans 4 expériences où il va vous présenter son travail de paléontologue et avec une réalisation qui est absolument exceptionnelle. Donc là, je trouve qu'on a vraiment quelque chose de très didactique. En haut à gauche, un produit que j'avais découvert à Virtuality en 2018 d'un de nos nouveaux adhérents, Art Graphique et Patrimoine, qui avait déjà réalisé un premier musée virtuel que je trouvais assez prometteur. Et puis là, je ne voudrais pas déflorer le sujet et l'annonce, mais comme on n'est pas regardé par des millions d'utilisateurs encore, ça ne devrait pas lui porter préjudice. Un de nos membres et amis, Frédéric Purgal, le patron d'Artcore Corner, qui s'apprête à rendre public une très très belle expérience inspirée du musée Kremer. Vous voyez l'inspiration de l'étoile, où il présente 6 œuvres de sculpture dans un environnement vraiment très, très joli et qui est l'expérience de muséographie sur base de photogrammétrie la plus récente et qu'on a eu l'occasion de tester en première il y a quelques jours, absolument remarquable et vraiment très prometteuse, d'autant de cette capacité à progresser dans les prochains temps. Donc voilà, je voulais discuter avec vous de mort, savoir si vous avez eu l'occasion de l'expérimenter et qu'est-ce que vous pensez de cette capacité d'exposition d'œuvres virtuelles et plus largement des musées virtuels où, à mon sens, il y a une vraie opportunité du fait de la crise qu'on connaît bien maintenant, de donner une autre capacité aux musées et au patrimoine à proposer leur collection à l'ensemble de la planète sans avoir nécessairement besoin de se rendre dans les musées, ce qui n'est en rien substitutif, mais évidemment complémentaire, parce que aller dans un musée, c'est en soi une expérience et vivement qu'on puisse s'y retourner. Absolument. Voilà pour ce premier sujet. L'expérience de mort est intéressante et vraiment intéressante parce que finalement, il y a encore très peu d'artistes contemporains de renommée internationale. Après, la renommée d'un artiste n'est pas forcément significative de la qualité de l'artiste, mais en tout cas, c'est ça qui génère du public et de l'attractivité pour le musée ou l'exposition. Pour l'instant, il y a finalement très peu d'artistes classiques, entre guillemets, que ce soit les Anish Kapoor, Jeff Koons, les grandes stars aujourd'hui de l'art contemporain, n'ont pas encore trop touché à l'art virtuel. Jeff Koons avait fait une petite collaboration avec Snapchat il y a 2-3 ans, qui permettait en réalité augmentée d'avoir une vingtaine de ces sculptures dans une vingtaine de capitales du monde. Ça s'était arrêté là. Mais aucun d'eux ne travaille en tout cas directement dans le média virtuel. Et le mort est finalement quelque chose de très à part. Ça expose des artistes qui créent des œuvres dans le monde virtuel ou pas forcément directement, en tout cas avec des outils virtuels, mais virtuellement destinés à un musée virtuel. Ce qui est vraiment très différent d'autres expériences qui sont absolument fantastiques aussi, parce que effectivement, comme tu le disais très justement, ça ne remplacera pas la visite, et je suis le premier, et on le répète toujours, je ne rejette absolument pas le fait de pouvoir me promener pendant des heures dans un musée, mais encore une fois, il y a des musées que j'aime beaucoup dans le monde, j'ai pas l'occasion, et même après la pandémie, j'aurais pas l'occasion d'y aller tous les jours. Donc cette aussi accélération de la virtualisation des visites de la promenade muséale est de toute façon une très bonne chose. Le Met en ce moment aussi propose une merveilleuse exposition
un tout petit peu kitsch dans les animations de tableau, j'aurais pas été jusque-là, mais si ça permet à des gens de rentrer dans l'art, tant mieux. C'est un vaste débat, faut-il gamifier la Joconde? Mais je plaisante, mais c'est pas le sujet du jour. Mais en tout cas, il y a vraiment deux sujets. Il y a la prise en main du média virtuel par des artistes qui décident d'exposer des œuvres fabriquées en 3D, en photogrammétrie, etc., et de les exposer dans des mondes virtuels. Et puis, il y a des visites virtuelles plus classiques, encore que on débute finalement dans ce monde-là, avec d'autres questions qui sont... parce que quand on va dans Mort, les artistes ont une notion de la qualité de la représentation de leurs œuvres, de la hauteur, il travaille comme un artiste qui va faire une expo, il connaît la taille de la galerie, il sait l'effet que ça va donner aux spectateurs. Quand on va visiter un grand musée international, se pose la question de la représentativité, de la qualité des couleurs, etc. Et on est vraiment dans finalement deux mondes assez séparés pour moi. Un monde très vivant qui est mort et qui est toujours intéressant. Il y a des trucs, il y a des trucs jolis, il y a des trucs, enfin, ce qui veut rien dire en art. Enfin, il y a des trucs qui provoquent de l'émotion chez moi, d'autres qui en provoquent pas du tout. Il y a des trucs très surprenants. En tout cas, il y a beaucoup de liberté. Ça, c'est très intéressant. La plupart du temps, les autres expositions, pour l'instant, sont assez figées, assez grandiloquentes, assez grandioses, on essaie de reproduire la magnificence du musée avec le virtuel. Et on n'utilise pas finalement, on s'amuse pas beaucoup dans ces visites virtuelles. Il n'y a pas de niveau de porte cachée qui permettrait de faire un peu ce qu'on ne peut jamais faire dans les musées, toucher les œuvres, toucher les sculptures, les bouger, etc., etc. Et on sent, mais ce qui est normal aussi, hein, c'est une première étape, et pour l'instant, on ne fait que remplacer une impossibilité physique de se déplacer dans le musée. Mais voilà, donc en tout cas, c'est ouvert. Un jour, je conseille effectivement à tout le monde d'en profiter. En fait, ce n'est pas vraiment une nouvelle étape parce que des visites virtuelles de musées, on en fait depuis 25 ans. Et en fait, déjà au siècle dernier, avec ce qu'on appelait le multimédia, avant l'émergence du digital, en fait, les premières expériences interactives qui ont été proposées au public ont été des visites de musées, des CD-ROM, des DVD-ROM. Moi, j'ai conçu le DVD-ROM du Louvre en 1999, donc qui reposait sur une visite virtuelle en vidéo et qui était vraiment très clairement l'idée de faire une expérience virtuelle, mais d'un lieu réel. Donc, ça fait en fait un certain temps. Effectivement, le fait de s'approprier la réalité virtuelle pour reproduire cette expérience, on va dire, c'est normal, c'est logique, c'est comme le fait de reproduire la librairie d'Oxford, etc. C'est un point d'étape qui est important. En revanche, moi j'aimerais ajouter un sujet donc, qui est cousin de ceux dont on est en train de parler, mais qui a un potentiel vraiment de révolution pour le domaine de l'art digital et de l'art virtuel. Vous avez probablement et forcément entendu parler des NFT, donc de l'irruption, en fait, alors attendez, je vais fermer la porte, parce qu'il y a un petit peu de bruit, de l'irruption de la blockchain dans la création artistique et dans la création d'œuvres digitales. La semaine dernière a été vendue aux enchères une œuvre d'un artiste digital qui s'appelle Beeple, plus de 69 millions de dollars. Donc c'est un record absolu. Et c'est une œuvre unique, c'est-à-dire que le possesseur de la clé du contrat de cette NFT est le possesseur d'une pièce digitale unique. Et en fait, si on met en rapport cette nouvelle donne et l'irruption de la blockchain et des monnaies digitales avec ce principe d'œuvre unique, en fait, on sort d'une partie de cette histoire qui est l'histoire de la reproduction de l'œuvre d'art. Je m'explique. Quand on va au Louvre, on voit la Joconde, on voit une œuvre unique. C'est l'émotion qui se dégage et aussi l'émotion d'être en face de cette pièce qu'il faut parfois faire, qui mérite parfois des milliers de kilomètres pour les touristes qui viennent du monde entier pour la voir. Et on se retrouve en présence de cette œuvre qui est un pilier de la Renaissance et donc un pilier de la culture occidentale moderne pendant quelques minutes. Mais en fait, l'expérience, elle va durer dans le temps.
Et elle va durer dans le temps grâce à quoi? Grâce à la reproduction de l'œuvre d'art. Et la reproduction de l'œuvre d'art n'est pas l'œuvre d'art. Donc en fait, quand on se retrouve dans un musée virtuel, on peut se retrouver dans une situation d'observer une reproduction d'œuvres, donc soit une reproduction en 3D ou une reproduction d'image, et c'est la même reproduction qui est partagée pour tout le monde. Mais on va bientôt se retrouver dans une situation complètement inédite, c'est qu'on va pouvoir être en présence d'une œuvre unique avec une propriété unique. Et là-dessus, en fait, pourquoi c'est aussi important et pourquoi, à mon avis, c'est un tournant historique? Parce que le digital bifurque à ce moment-là d'un objet de reproduction à un objet de pure création. Ce qui n'a rien à, enfin, ce qui a à voir et pas à voir, parce que la reproduction, elle va donner de la valeur à l'objet premier, hein, c'est Benjamin, hein, c'est vraiment cette étrangeté de l'objet unique. Mais de la même manière qu'aujourd'hui, on va dans un musée virtuel, on va découvrir une Joconde digitalisée, voilà, dont l'émotion première provient de ce rapport à l'œuvre unique, on va également pouvoir probablement dans des initiatives comme le Museum of Other Realities, être en présence d'œuvres qui sont par essence digitales, c'est-à-dire d'œuvres qu'on ne pourra pas contempler autrement que dans une expérience virtuelle. Et là, en fait, on s'ouvre vraiment les lettres de noblesse de notre art, parce que justement, on ne sera plus dans une logique de reproduction. On le déplore souvent tous les trois, de se dire à chaque fois qu'il y a une expérience virtuelle, on reproduit un peu bêtement le réel parce que c'est ce qu'on connaît et puis on refait ce qu'on connaît. Là où les artistes sont pertinents, c'est quand ils nous donnent à voir ce qui n'est pas visible. Et c'est là qu'ils font leur travail d'artiste, parce que justement, il y a d'autres réalités, et c'est pour ça le terme du mort est très bien choisi, les autres réalités qui s'ouvrent à nous à travers le regard des artistes. C'est pour ça, en fait, qu'on a besoin des artistes, c'est-à-dire dans cette fonction sociale, qui n'est pas juste de reproduire quelque chose qu'on a dans le réel. Donc je pense que ce développement des musées virtuels, ajouté ou croisé avec le développement des NFT, qui aujourd'hui ne sont pas forcément non plus très intéressants d'un point de vue des œuvres, puisque c'est souvent des gifs ou des images, mais d'imaginer des sculptures virtuelles ou des expériences digitales uniques, comme des installations ou comme des spectacles qui ne puissent être vus que dans certaines conditions, malgré la dimension virtuelle. Non seulement ça va redonner de la valeur en fait à ces œuvres, mais ça peut aussi créer les conditions d'une émotion très particulière qui sera du même ordre que l'émotion qu'on a quand on va physiquement au Louvre après avoir traversé la planète. Bon, déjà, d'un point de vue d'empreinte carbone, effectivement, il vaut mieux aller voir une œuvre en virtuel que prendre l'avion pour aller la voir. Mais en termes d'émotion, je pense qu'il y a quelque chose, un point de bascule qu'on n'a pas encore vécu, qu'on est sur le point de vivre et qui sera très, très intéressant d'observer dans les prochains mois, les prochaines semaines. Intéressant comme point de vue. Est-ce que c'est moi où il y a un écho sur la voix de Yacine? Ou est-ce que tout le monde l'a? Oui, c'est parce que mon micro était branché sur mon casque et sur Teams. Désolé, excusez-moi pour ça. Non, il n'y a pas de souci. Alors, je comprends, je souscris à tout ce que tu as dit. Je ne suis pas sûr de comprendre le lien entre l'œuvre unique et garantie dans son unicité, qui là, à mon sens, relève d'une certaine manière, et c'est un peu ton point de départ, d'avoir une œuvre numérique qui se vend 63 millions, ce qui est complètement... pour n'importe quel sujet, je trouve que c'est quand même beaucoup d'argent, mais je ne vois pas le lien entre l'unicité et l'émotion. Les œuvres qui sont présentées dans More, alors aujourd'hui ne le sont présentées que dans More, parce que c'est aujourd'hui la seule application qui permette de faire ça de manière assez organisée. Pour information, vous vous souvenez que More fait partie de Vive XR Suite, hein, c'est la partie muséographique de la suite logicielle que Vive va lancer. Mais je ne comprends pas ce lien entre l'unicité et l'émotion, parce que si tu as une réplique d'une œuvre unique, réplique à l'identique, ce qui est absolument facile à faire en numérique, tu auras la même émotion. Ce n'est pas le fait qu'elle soit uniquement possédée par une seule personne, qui la donne à voir ou pas, ou par une seule institution, et qui la rend visible ou pas, que l'émotion va passer. Au contraire, moi, je vois plutôt le champ des possibles du digital, et pour ce qui nous intéresse de l'immersif, de donner justement à voir à tous
sans les limites du monde réel, l'émotion que tu peux avoir lorsque tu as accès à une œuvre qui est difficilement accessible. Mais je ne vois pas ce lien entre l'émotion et l'unicité, en particulier l'unicité de la possession. Alors, ce n'est pas une question de possession, c'est une question en fait de reproduction. C'est-à-dire, tu n'as pas évidemment pas la même émotion quand tu regardes une reproduction de la Joconde et quand tu regardes la Joconde. Et tout le marché de l'art est basé là-dessus, hein, sur effectivement une pièce qui va être soit une pièce unique ou une pièce qui va être tirée en un certain nombre d'exemplaires, qui va donner aussi la valeur d'une œuvre. Et l'œuvre, elle traverse l'histoire à travers, elle passe de main en main, elle passe de collectionneur à collectionneur, elle est rachetée par un État, etc. ou par un musée, par un grand musée. Donc, il y a deux choses qui sont différentes. L'émotion qu'on peut avoir devant une reproduction d'œuvres d'art, qui est particulière, hein, parce qu'on a évidemment l'image dans son ensemble, on a les caractéristiques, on comprend le sens, etc. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y a quelque chose de très particulier dans cette idée effectivement d'un objet qui a été conçu par un artiste et où on a le sentiment finalement la proximité avec cet artiste à travers l'œuvre. C'est-à-dire que, et ça, c'est pas moi qui le décris, hein, ça a été documenté, c'est un grand sujet, c'est un sujet philosophique pour Walter Benjamin, pour pas le citer, sur l'étrangeté dans ce rapport à l'œuvre unique, contrairement justement à toute cette histoire de la reproduction des œuvres d'art. Et en fait, le numérique a toujours échappé à ça parce que dans le numérique, on est dans une logique du copier-coller. C'est-à-dire que quand on duplique une œuvre, c'est la même œuvre en fait qui est dupliquée. Il n'y a pas de différence entre la copie et l'original. Il n'y a pas de notion d'original. Mais en fait, si tu te souviens dans l'histoire, par exemple, du théâtre, Beaumarchais, quand il a fait valoir l'idée des droits d'auteur, c'était un moment où justement les pièces, une fois qu'elles avaient été écrites par les auteurs de théâtre, elles étaient reproduites à l'infini sans que les auteurs touchent quoi que ce soit dessus. Et il y a eu cette notion de droit d'auteur qui finalement a fait qu'il y a une rétribution des auteurs, des artistes, à chaque fois que leur œuvre est reproduite, à chaque fois que leur œuvre est jouée. Donc il y a une dimension économique à ce sujet des NFT qui est intéressant parce qu'effectivement, ça va ouvrir une porte sur la question du marché de l'art et donc on pourra, le marché de l'art va commencer, et ce qui est, pour être un artiste numérique depuis 25 ans, je peux vous dire que c'est la question du marché par rapport aux œuvres d'art numérique, c'est quelque chose qui est très très compliqué parce que la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on vend ? Quand on vend une sculpture ou quand on vend un tableau, eh ben, voilà, on a un objet qui est délimité, qui a une matière, qui a un support, et c'est cet objet-là qui est vendu. Quand on est sur une œuvre d'art, est-ce qu'on vend un logiciel ? Est-ce qu'on vend un mode d'emploi ? Est-ce qu'on vend une pièce qui a été produite par ce logiciel, etc. Et donc, le NFT fait que tu peux très bien te retrouver dans une galerie virtuelle avec un objet qui aurait été conçu par un artiste, qui aurait été soit qui appartiendra à l'artiste, soit qui aurait été vendu à cette galerie. Donc, c'est-à-dire le Museum of Other Realities pourrait très bien présenter des pièces dont il a fait l'acquisition, ce qui veut dire qu'en fait, on doit se déplacer virtuellement, mais se déplacer quand même dans ce musée particulier pour avoir l'expérience de ces pièces. Et non, en fait, oui, si, ça change tout. C'est-à-dire que l'œuvre qu'on a devant soi n'est pas une reproduction, et on sort de cette histoire de la reproduction, comme l'histoire de la vidéo ou d'un film de cinéma. On re-rentre dans une histoire d'un objet qui a un périmètre, malgré sa dimension virtuelle. Donc, je pense que c'est un sujet dont on va parler énormément. Alors, les 69 millions, oui, c'est extrêmement impressionnant, et évidemment il y a Sotheby's derrière, il y a tout un, oui non, Christie's pardon, Christie's, et donc il y a évidemment il y a tout un un marché qui s'ouvre, et il faut suivre ça avec prudence. Et l'œuvre elle-même est composée de centaines d'images qui ont été créées par cet artiste. Donc en fait on prend la possession de quasiment 5 ans de son travail qui lui est déjà suivi.
Oui, 5000, voilà, exactement, parce qu'en fait, c'est tout son travail quotidien et lui a 2 millions de personnes sur Instagram. Donc, en fait, si on regarde les ratios par rapport à l'influence, à tout ce qu'on peut faire de ces images, le prix est moins délirant qu'il n'y paraît, mais ça envoie quand même un message assez comment dire, fort au monde de l'art et à ce qu'il pourra exister par la suite. Mhm. C'est vrai que ce que tu dis est tout à fait vrai, effectivement, sur l'unicité de l'œuvre et notamment, tu le sais mieux que moi, Yacine, l'art vidéo, l'art de la performance, enfin, tous ces modules, l'art vidéo notamment, depuis les années 60, le groupe Fluxus, Nam June Paik et des gens comme ça. Aujourd'hui, finalement, on se retrouve, l'art contemporain, c'est quand même globalement des gens qui achètent des tableaux pour mettre au-dessus de leur canapé, pour être très clair. Les œuvres qui sont des œuvres multimédia, des œuvres plus complexes, entre guillemets, qui ont toujours été utilisées des technologies un peu particulières, ont toujours été difficilement achetables, en plus difficiles à entretenir parfois, et souvent quasiment acheté exclusivement par des musées publics. Et de voir cette première expérience, il y a effectivement ce problème philosophique de l'œuvre unique, qui en digital n'existait pas, puisque copier-coller.
mais en tous les cas, ça te donne à voir de manière plus intime, tu vois, justement, l'œuvre et surtout de manière dont tu ne peux pas le faire. Et la photogrammétrie qui permet aujourd'hui, et qui a un niveau, photogrammétrie plus gigapixels éventuellement, et qui permet de donner accès à des tableaux comme on ne peut pas les voir dans la réalité, à mon avis, c'est vraiment une source d'émotion. Peut-être, alors je ne sais pas si elle est plus grande, en tous les cas, très complémentaire d'aller voir des œuvres réelles dans des musées réels. Là où je suis d'accord avec vous, et je veux bien qu'on en discute 2 minutes, c'est cette tendance à reproduire la réalité, qui peut aussi être intéressante parce que Orsay, par exemple, est un très très beau musée. Si tu n'es jamais allé à Orsay, c'est aussi intéressant de donner à voir Orsay tel que c'est aujourd'hui, Orsay ou un autre, hein, je pense celui-là. Le Louvre, oui, bien sûr. Le Louvre, c'est immense, alors ça c'est un autre sujet, mais voilà, ça donne aussi à voir des lieux de patrimoine auxquels aujourd'hui on a du mal à accéder, auxquels les gens qui sont ailleurs sur la planète ou ailleurs en France ont du mal à accéder. Ça leur permet de visiter Orsay, ça leur permet d'accéder à des œuvres avec une proximité et une sensibilité qu'il est difficile d'avoir dans la réalité parce que ces œuvres sont protégées. Et puis, effectivement, je pense que là, il y a un vrai travail de réflexion à faire sur demain, les musées peuvent s'ouvrir à un nouveau modèle économique de commercialisation de leur collection à travers des musées strictement virtuels. Et là, on a des vrais enjeux de plateforme de monétisation dont on peut discuter 2 minutes, mais que je trouve très encourageant pour un peu effectivement que donner accès à Orsay, au Louvre, au musée Crémer ou au MoMA ou à ce que vous voulez, pour voir le lieu, c'est bien, mais je trouvais, comme Olivier le laissait évoquer tout à l'heure, que ça serait bien qu'on pousse un peu la table ou qu'on renverse la table et qu'on donne à voir ces œuvres existantes dans des scénographies qui tirent un peu profit de la réalité virtuelle. Absolument. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi, d'autant qu'en fait, sur les musées réels, en fait, on a des problématiques qui peuvent être solutionnées par la réalité virtuelle. D'abord, on a des collections par rapport à certains artistes qui sont répartis dans des musées partout dans le monde. C'est quelqu'un qui voudrait s'amuser à voir toute l'œuvre de Picasso, il va prendre autant de billets d'avion qu'il y a de pièces qui sont disséminées aux 4 coins du monde, ce qui serait en fait vraiment très intéressant, c'est-à-dire des consortiums dans une galerie virtuelle pour dire là, on va faire une exposition de tout Picasso, ce qui est totalement impossible dans le monde réel, enfin, en termes d'assurance, de déplacement, de transport des œuvres entre Guernica, vous voyez très bien ce que je veux dire. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a effectivement les réserves, c'est-à-dire que quand on va dans un musée, on voit un petit pourcentage de ce qui est exposable. Moi, j'ai travaillé pour le musée du Louvre, mais aussi pour le Centre Pompidou. Et quand on va dans ces réserves, on a une double émotion. D'abord, une émotion de foisonnement et d'abondance absolue, de dire mais c'est incroyable tout ce qu'il y a et qui n'est pas visible, et du coup qui est couplé avec une autre émotion qui est de la frustration, se dire mais en fait des musées comme Beaubourg, il en faudrait 10 pour exposer juste ce qu'il y a dans les réserves. Et c'est le Louvre, j'en parle même pas, d'ailleurs ils ont fait à Metz, mais aussi à Abu Dhabi, etc. Et il y a encore de la place pour mettre tout ce qu'il y a exposé. Et en fait, si on imagine, effectivement, tu parlais de pousser les murs, très littéralement, on pourrait déjà pousser les murs pour montrer tout ce qu'il y a à montrer, et pas uniquement
quand je vais à Florence, j'y vais en général, je réserve finalement quasiment un billet pour chaque jour pour pouvoir avoir le temps de passer au moins 3 ou 4 minutes devant une œuvre. Parce que de toute façon, il y a une foule continue qui vous pousse, qui est finalement là plus parce qu'il faut passer au musée des Offices de Florence et aller regarder les 3-4 tableaux stars. Et tu parlais aussi, Yacine, de cette sérendipité qui peut te faire rencontrer d'une salle à l'autre une œuvre et une autre. Mais tu vois aussi beaucoup aujourd'hui des gens, il y a des tableaux stars qu'il faut avoir vus. Alors on se dépêche finalement d'aller de la salle 3 à la salle 4 pour voir le Pollock, pour voir au Met le tableau de Pollock, la danse de Matisse. Et puis attention, on se dépêche parce que avant de déjeuner, faut aller choper le Van Gogh. C'est insupportable d'avoir transformé les musées en... Et les gens passent plus de temps d'ailleurs à photographier les œuvres ou à se photographier devant, ce qui me fascine encore plus que les regarder. On peut passer à un mode où on va pouvoir s'arrêter, regarder. Alors, il y a évidemment une grosse question de reproduction de la qualité de l'œuvre. J'ai eu la chance de passer par les Beaux-Arts, d'avoir des professeurs qui m'ont expliqué avec quel talent tel peintre, quelle touche, comment telle dentelle avait été peinte et pouvoir s'en approcher un tout petit peu et le voir en vrai, c'est quelque chose. Mais malgré tout, il reste largement suffisamment d'émotion dans une reproduction très correcte d'une œuvre pour en profiter de façon très agréable. Et ce que tu disais, Yacine, c'est un rêve absolu et qu'on ne peut faire avec... Les œuvres du Caravage, il n'y en a pas beaucoup, mais pour les voir tout ensemble, je crois que j'ai dû faire déjà une dizaine d'expositions. Il m'en manque toujours 3 ou 4. Et comme tu citais Picasso, je crois que personne, jamais de sa vie, ne pourra voir toutes les œuvres de Picasso, mais il pourrait y avoir un musée permanent de toutes les œuvres de Picasso. Ça, c'est tout à fait possible, par exemple, accessible à tout le monde et au monde entier, sans que ce monde entier n'ait besoin de se déplacer, et chacun pouvant organiser sa propre visite, soit seul, soit à plusieurs, et quelqu'un pouvant aller voir tous les jours la même œuvre pendant 10 minutes parce que ça lui fait plaisir. Et cette relation aux œuvres et au musée va être aussi radicalement différente. Et on va avoir le temps, comme on l'a avec un livre, enfin une œuvre artistique qu'on a chez nous, de la musique, remettre le bon vieux Coltrane à l'écoute et profiter à nouveau de ce son. C'est plus possible depuis très longtemps dans les musées. Alors, pour les amateurs comme vous, comme moi, il y a des petits musées à Paris, dans les grandes capitales, où il n'y a personne, et on peut aller voir la maison de tel peintre, où il y a 2-3 tableaux fabuleux qui intéressent pas grand monde. Mais malgré tout, c'est dommage de ne pas pouvoir faire ça au Louvre, au Met, à Londres, etc., etc. Et ça permet d'envisager un musée pour soi tout seul, quoi. Et ça, c'est absolument fantastique de pouvoir reprendre du temps avec les œuvres, de passer, si on veut, et de pouvoir y amener scolaires, étrangers, familles. Et puis, il y a aussi un accès au musée qui est interdit socialement. On le sait tous, c'est un peu moins vrai pour les musées que pour le théâtre et l'opéra, mais il y a certaines classes sociales qui ne sont pas éduquées à aller et qui pensent que ce n'est pas pour eux d'aller au théâtre, ce n'est pas pour eux d'aller à l'opéra, ce n'est pas pour eux d'aller dans le musée. Donc, en général, l'éducation nationale dans certains pays pourvoit et fait largement le boulot. Mais néanmoins, il y a des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans un musée parce que, en plus, aujourd'hui, un ticket d'entrée de musée coûte quelques dizaines d'euros. Donc, je suis même pas sûr que ça va me plaire. En plus, il y a du monde, c'est pas forcément agréable. Et ben là, on peut imaginer aussi des prix extrêmement attractifs via la réalité virtuelle et via le nombre de personnes que les musées pourront avoir en plus, parce que les jauges, on le voit aussi pour les expositions temporaires, qui sont en général maintenant, surtout que ça nous permettra de faire autre chose que des expositions sur les impressionnistes qu'on fait à peu près tous les ans depuis 10 ans, même si c'est très joli ce qu'ils font. Il y a aussi cet accès à des gens qui pour l'instant estiment que l'art n'est pas pour eux, c'est trop compliqué, je ne comprends rien, alors qu'on sait tous que c'est l'émotion qu'on ressent pour quelque chose avant de la comprendre qui est importante. Pouvoir mettre un casque à quelques centaines d'euros qui soit disponible, qui soit prêté par une médiathèque ou disponible dans une école, et faire la visite d'un musée et se dire que tiens, finalement, ça me plaît, je ressens quelque chose, et aller après dans un vrai musée,
c'est aussi pour moi une porte d'entrée extraordinaire sur un monde qui finalement des musées qui a essayé, qui a nécessairement cherché de la rentabilité dans sa muséographie, dans son organisation, et qui a finalement presque un peu coupé le public des œuvres et qui s'est certainement pas en tout cas inquiété d'un certain public qui n'y allait pas du tout. Alors pour le peut-être que ça peut modifier. Pardon, excuse-moi. Pour le coup, c'est le bon moment. On posait la question, on discutait tout à l'heure dans le chat de la pertinence de créer ça sous forme d'un musée, alors que par exemple, la réalité augmentée permettrait de mettre l'œuvre qu'on veut au milieu de son salon en tout temps. Qu'est-ce que l'objet musée en tant que tel apporte en plus par rapport à juste récupérer l'œuvre qu'on puisse placer où on veut chez soi? Alors, un musée, c'est une médiation. L'œuvre toute seule, oui, c'est un objet. Et effectivement, il y a déjà des expériences. On peut en réalité augmenter, faire apparaître une sculpture, etc. Ce que tu vas avoir dans une galerie qui a été conçue avec un propos muséographique, c'est que tu vas faire un parcours. Et le parcours, il est parsemé d'un certain nombre d'œuvres qui vont se répondre pour raconter une histoire. Alors l'histoire, ça peut être une période historique, ça peut être la peinture italienne du XVIIe, ça peut être un artiste. Quand tu vas voir une exposition, une monographique, ben, tu vas commencer effectivement dans les premières œuvres, et en général c'est assez chronologique, tu traverses des thématiques, etc. Donc il y a quand même dans un musée cette médiation qui est capitale. Et ensuite, il y a la mise en scène des œuvres. C'est-à-dire que tu ne vas pas du tout voir la même œuvre de la même façon selon qu'elle soit posée sur un mur. Enfin, si vous voyez les tableaux qui représentent le Louvre au XVIIe, au XVIIIe, on a des galeries qui sont remplies de tableaux les uns sur les autres, on dirait un bureau Windows. Et en fait, une muséographie où on va placer une œuvre en particulier avec un certain éclairage, avec plus ou moins de place autour, etc., avec un ton de couleur particulier, avec des éclairages qui sont conçus entre le rapport entre la lumière naturelle et une lumière artificielle, etc., pour faire ressortir les couleurs. Et évidemment, c'est des détails dont on ne se rend compte que lorsqu'ils sont ratés. Mais en général, c'est très bien fait. Il y a énormément de professionnels qui travaillent dessus au quotidien. Là où une expérience, effectivement, en AR, l'avoir dans son salon, bon, c'est très bien, mais à côté de son écran de télé et d'avoir un Caravage, c'est une expérience. Mais et je ne suis pas contre, hein, mais je dis juste c'est une expérience. On ne peut pas dire qu'on a vraiment l'expérience totale de l'œuvre, même si ça peut être intéressant, et que d'ailleurs la RMN est très active sur la réunion des musées nationaux, est très active sur le sujet, puisqu'elle a proposé un certain nombre de sculptures qui sont comme ça disponibles chez soi. Voilà, disons que voilà, cette expérience ne peut absolument pas remplacer l'idée qu'on se fait d'un musée, fût-il physique et réel dans un bâtiment réel ou virtuel, hein, puisqu'un musée virtuel reste un musée. Et je pense d'ailleurs que cette fonction va venir s'ajouter dans la conception même de l'idée qu'on se fait de ce qu'est un musée, puisque les collections vont vraisemblablement, et c'est justement à travers ce que montre Nicolas, on voit les prémices de ça, les musées vont devenir des institutions hybrides avec des lieux physiques et des lieux virtuels. Et des collections qui seront partagées entre ces deux dimensions, et des campagnes de numérisation qui vont être de plus en plus poussées, puisqu'il y a 20 ans, on prenait des photos. Aujourd'hui, on fait effectivement de la photogrammétrie, du scan 3D, et regarder un tableau en photogrammétrie quand on peut rentrer dans la matière de la croûte de la peinture, ça n'a strictement rien à voir, effectivement, et à l'œil humain, on ne peut pas le faire, mais de voir le tableau à l'échelle du trait de pinceau de la matière de la peinture, c'est quelque chose qui est absolument unique. Et je pense qu'effectivement, les musées sont sur le point de vivre une petite révolution par rapport à la façon dont elles vont ou non, et je pense qu'elles le feront, totalement intégrer
au niveau de leur conception, les parcours dans ces galeries virtuelles. Alors pour l'anecdote, hein, je vais vous raconter une histoire. En 98-99, donc au siècle dernier, quand je travaillais sur le Louvre, j'imaginais, un peu en mode prospective science-fiction, des robots qui seraient connectés à Internet et qui seraient pilotés par des gens chez eux. Donc imaginez évidemment en réalité virtuelle, je pilote une machine qui va se promener dans le musée quand il est fermé, à savoir la nuit, hein, c'est le plus pratique, et qui permettrait de faire une visite virtuelle réelle à distance. Et aujourd'hui, alors c'était il y a 20 ans, j'ai fait les schémas, etc. Je trouvais ça intéressant. Tu as bien et aujourd'hui... Pardon ? Tu as parfaitement bien imaginé quelque chose qui s'est produit. Voilà, maintenant ça existe effectivement, et on a des avatars, un sujet pour une autre fois, hein, parce que le sujet est absolument passionnant, des avatars réels en fait, c'est-à-dire de pouvoir piloter avec la réalité virtuelle une machine, un robot, du coup qui vous prête ses yeux à distance, et on pourrait imaginer, alors je ne veux pas le faire en mode Black Mirror, hein, parce que le musée, il y a un jour et il y a une nuit, et une nuit au musée, au lieu d'avoir Robin Williams et des Indiens qui courent partout, on pourrait imaginer des dispositifs qui permettraient des visites en remote, à distance, pour avoir, encore une fois, une expérience totalement personnalisée et irremplaçable. Alors voilà, c'est une idée comme ça et qui vient se... En fait, voilà, le musée, c'est vraiment un laboratoire de notre rapport à l'histoire, de notre rapport à la mémoire, de notre rapport au patrimoine. Et l'histoire du musée en elle-même fait partie de l'histoire. C'est-à-dire qu'un musée aujourd'hui n'a rien à voir avec un musée il y a 20 ans. Aujourd'hui, on est dans une phase un peu Disneyland. Et effectivement, comme disait Olivier, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas vocation nécessairement à durer. Il y a 20 ans, c'était plus intime, mais moins inclusif, et donc un peu plus exclusif. Il y a un siècle, c'était encore différent, etc., etc. Mais ce rapport à la mémoire, il a forcément une révolution à faire avec l'arrivée des technologies immersives et la réalité virtuelle. Est-ce que un des enjeux pour passer de ce que nous sommes en train de faire, qui peut se résumer à on pourrait imaginer que, parce que ça veut dire ce qu'on est en train de faire, et la réalité de futurs musées virtuels dans toutes les modalités très différentes qu'on vient d'évoquer rapidement, est-ce qu'il n'y a pas un vrai travail d'acculturation aux technologies immersives des responsables de collection, des gens qui s'occupent des musées, qui aujourd'hui sous-estiment complètement ces technologies. Quand ils sont confrontés à des projets ou quand on leur propose des projets qu'ils les acceptent, on se désole souvent d'une reproduction de la réalité assez plate, mais c'est parce qu'on ne leur a pas donné les clés pour imaginer autre chose. Alors, travailler avec les responsables de musées et de collections aujourd'hui, mais aussi travailler avec les écoles qui forment à ces métiers pour leur renverser l'esprit et leur dire qu'on peut faire autrement, et que c'est déjà possible, et qu'il faut les libérer un peu de ce qui est aujourd'hui, les formes qu'on leur a transmises et dans lesquelles ils sont contraints par la réalité. Alors déjà dans le monde muséal, du coup que je connais un petit peu pour avoir eu ces différentes expériences, il y a des rencontres sur le sujet. Hein. À l'époque, il y a une rencontre qui s'appelait ICHIM et qui était vraiment dédiée aux technologies interactives par rapport à la muséographie. Aujourd'hui, il y a d'autres types de rencontres, mais il y a toujours ce côté friche, ce côté veille qui est opéré par les acteurs muséaux. Hein. J'ai parlé de la RMN à l'instant. La RMN, c'est quand même notre plus gros fonds d'images et de représentation de musées en France. Et ils sont déjà très, très avancés sur le sujet. Ensuite, ce que tu dis sur l'acculturation, c'est très, très vrai. Et ça concerne en fait vraiment tous les domaines d'activité. D'ailleurs, c'est je pense la raison d'être de France Immersive Learning, et c'est le travail qu'on fait tous les trois et d'autres comme enthousiastes du domaine, et notamment à travers une émission comme celle-ci. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on ait les moyens de décrire cette vision pour montrer que justement au-delà de la reproduction du réel, qui encore une fois c'est
le basique, mais c'est normal d'en passer là. Il y a des possibilités qui permettent d'imaginer même des changements de modèles économiques, mais aussi de modèles de travail, et derrière, quand on tire le fil, de modèles sociaux avec des avantages qui répondent en fait aux enjeux qui sont les nôtres par rapport à la crise climatique, la crise économique, la crise sociale. Donc l'acculturation, elle doit se faire à tous les niveaux, au niveau des décideurs politiques, au niveau évidemment des acteurs publics et des acteurs de musées, et qu'on ait, nous, acteurs de l'AXR, une voix qu'on puisse porter dans ces sphères. C'est ce qu'on fait déjà à la Fondation UNIX, c'est ce que tu fais, Nicolas, avec France Immersive Learning et Olivier dans tes activités. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se fédère et qu'on se réunit. C'est bien pour porter une vision qui va au-delà du côté gadget qu'on peut imaginer en voyant un casque, et les gens qui connaissent pas du tout vont associer ça. Avoir une image. Mais c'est pour ça que le sujet dont je parlais tout à l'heure, les NFT, 69 millions, les collections virtuelles, etc. On commence à avoir vraiment des gros pavés qui nous permettent que le domaine soit pris vraiment au sérieux, et qu'on puisse élaborer des stratégies et donc prendre des engagements et faire des investissements d'avenir qui intègrent une conception avec l'AXR. Donc totalement, cette acculturation, c'est à nous de la faire, messieurs. On est là pour ça. Il faudrait peut-être monter une masterclass dédiée à l'école du Louvre et autres écoles qui forment tous les acteurs du musée et de la réalisation des collections pour, dès leur formation, les mettre dans ce nouveau rapport au lieu, au temps, aux œuvres. Je crois que Nicolas, quand tu rencontres les musées, qui sont le musée des Beaux-Arts de Lille, le Louvre-Lens, etc., effectivement, il y a déjà une acculturation d'une partie du personnel des musées qui se pose plein de questions sur comment faire fonctionner leur musée. Mais l'acteur en général, nos amis d'Orange en général sont très impliqués dans beaucoup de projets. Le musée du Louvre à Paris collabore avec un musée japonais pour la numérisation, la virtualisation des choses. Ça existe depuis longtemps, ça donne très très peu de choses, ou des micros et des mini-expériences, parce qu'il y a une espèce de peur, il y a une espèce de sacralisation des choses. Et je pense que ce qu'a dit Yacine, c'est-à-dire sensibiliser d'autres gens que uniquement l'univers du musée, que les décideurs, etc. Et ce que tu viens de dire, Nicolas, c'est de sensibiliser les gens qui feront plus tard, qui travailleront pour les musées. Là, il y a un vrai enjeu. Parce qu'aujourd'hui, combien de fois j'ai vu des gens mettre des casques, dire que ce n'était pas tout à fait absolument parfait, et on se retrouve finalement avec des petites expériences, avec une petite thèse, au bout de 6 mois de travail, parce qu'on a encore le musée pour les gens du musée. Alors, on tente des expériences, on va mettre un peu de musique, on va mettre un peu de machin, on va faire un concert en musée, mais tout ça reste très 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 léger par rapport à ce que la réalité virtuelle pourrait nous permettre de faire. Et l'utilisation des casques finalement est très 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 décevante alors qu'elle est connue, mais la complète utilisation des casques, tout ce qu'on pourra en faire, c'est complètement méconnu, et effectivement, aller voir les gens qui, dans quelques années ou très bientôt, travailleront sur ces lieux, ce serait une très 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 bonne idée de les acculturer fortement à ces technologies, parce qu'elles feront partie de toute façon de leur quotidien, puisqu'elles le font déjà pour certains musées anglo-saxons, préparent des projets qui sont de grandes ampleurs. Si on pouvait nous aussi, encore une fois, France Immersive Learning est là aussi pour faire en sorte que le patrimoine français soit fait encore une fois géré par chez nous. Vous le savez, j'avais toujours été assez fâché de cette offre tellement généreuse de Google d'avoir scanné une très grande partie du château de Versailles, tout en ne versant pas complètement ses impôts et en ne travaillant pas avec les équipes françaises qui étaient tout à fait à même de faire le même travail pour le ministère de la Culture. Le sujet encore n'est pas tout à fait celui du jour, mais
il y a sans doute aujourd'hui de demander à des entreprises françaises de scanner des musées, d'en faire des expériences virtuelles, plutôt que de se les faire offrir par Google qui ne paye pas correctement ses impôts. Voilà, ça c'était juste un petit message. Au passage, oui, on est d'accord. En tous les cas, dans le genre expérience muséale, c'est pour ça que je l'ai affiché là. Hein. Je trouve que All the World, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça c'est quasiment exemplaire en termes de scénographie. C'est une expérience merveilleuse, ouais, vraiment. Là, vraiment, il y a un travail d'imagination et de didactique. Alors, pour le coup, on n'est pas sur des œuvres d'art, on est sur de la paléontologie, mais en tous les cas, moi, jamais je m'étais intéressé à des squelettes d'animaux préhistoriques et jamais on m'avait expliqué ça comme le fait Attenborough en face de toi, dans un cabinet où tu es seul avec lui et où tu as vraiment l'impression d'être avec ton grand-père qui te raconte une incroyable histoire. C'est ce que j'évoquais sur la démocratisation de l'accès au musée, c'est que j'ai eu exactement la même aventure que toi avec cette expérience, c'est que je me serais jamais auparavant intéressé de façon aussi obstinée sur la paléontologie, etc., et que j'ai regardé ça avec un plaisir infini, quoi. C'est une expérience extrêmement réussie, extrêmement bien foutue, extrêmement bien designée, ergonomiquement parfaite et humainement avec plein d'empathie. C'est un chef-d'œuvre de pédagogie et d'intérêt, quoi. Et puisqu'on parle du patrimoine, il faut rappeler aussi l'expérience de l'UNESCO avec Ubisoft, qui ont reproduit justement des sites archéologiques qui ont été détruits par le Daesh en Syrie, et qui proposent justement de visiter ces lieux qu'on ne peut plus voir. Et d'une manière générale, en fait, sur cette idée du patrimoine mondial de l'humanité, hein, qui est cette idée défendue par l'UNESCO, et également du patrimoine immatériel, on a là également une librairie qui s'ouvre et qui est assez infinie d'expériences qu'on fera probablement pas au cours de sa vie, et d'autres qu'on ne peut plus faire parce qu'elles ont disparu. Je crois que c'était il y a 20 ans, c'est les jours qui viennent de passer, que les Bouddhas en Afghanistan ont été explosés par les talibans. En fait, à partir du moment où ces œuvres sont conservées pour la nuit des temps, il y a plus de... on ne peut détruire qu'une version de ces œuvres, mais elle reste en tout cas. Il y a un gars qui a été reprojeté la semaine dernière, ou il y a une dizaine de jours, qui a été reprojeté in situ et en taille réelle, mais qui malheureusement n'avait pas été... La qualité de reproduction n'était pas encore suffisante, mais effectivement, ça ouvre la voie à une bibliothèque mondiale accessible à tous, parce que de toute façon, aussi passionnés soyons-nous, on ne verra pas tout, on ne peut pas tout voir. Et puis, il y a aussi des sites que l'homme abîme en les visitant. Absolument. Ça, qui est très compliqué. Et puis il y a aussi, encore une fois, visiter le Parthénon au mois de juillet, quand il y a 3000 personnes au Parthénon. L'expérience est assez peu agréable. D'abord, c'est pas la bonne saison pour le faire, parce qu'il fait très chaud, et parce qu'il y a des milliers de gens avec des chapeaux fleuris, des enfants, des bébés, des sacs à dos, et que la grâce et la majesté du Parthénon, elle disparaît rapidement derrière les touristes. Donc il y a vraiment beaucoup d'autres choses à envisager, un autre rapport aux œuvres. Et là, je ne dis pas de les resacraliser, hein, comme on l'avait évoqué un peu, je l'ai évoqué un peu rapidement, et tu en as reparlé, Nicolas, aussi, de laisser la place à justement un muséographe, un designer, un artiste, de lui laisser redesigner un bout du Louvre, un bout du musée d'Orsay, de n'importe quel musée du monde, de lui laisser exposer les toiles au plafond, de faire exposer, et ça, on va pouvoir le faire aussi, quoi. Se ressaisir comme lieu global d'art et d'y insuffler une nouvelle chose.
Et puis, c'est pas un gros mot de dire qu'on peut resacraliser aussi l'art et d'imaginer effectivement d'avoir des expériences qui sont de l'ordre du sacré, en tout cas de l'ordre du métaphysique, hein, qu'on n'est pas juste dans une approche pédagogique, mais qu'on est vraiment dans l'essence de l'art, de quelque chose qui nous fait basculer vers autre chose. Si on n'arrive pas à faire ça avec la réalité virtuelle, on aura vraiment perdu beaucoup de temps, parce qu'il y a le potentiel. Et, enfin, vous le savez, hein, je pense que c'est voilà, quelque chose qui se compte en semaines, en mois avant d'avoir cette expérience. Absolument. Bon, ben, vaste sujet, il y a beaucoup de travail sur la table pour donner corps à toutes ces visions qui sont enthousiasmantes quand même. Changer le rapport à l'art et au patrimoine, c'est quand même un beau challenge. Un champ d'action absolument extraordinaire. Olivier, tu avais un sujet à nous proposer ce soir, je crois. Alors j'avais un tout petit sujet, mais un sujet. On n'est pas en slide. Est-ce que tu as mes slides? Non. Alors, il suffit juste de recharger le truc de média, puisque je l'ai mis à jour pendant l'expert talk. Ça arrivait à un point de temps. Mais c'est bon, en fait, sur le live, on voit tout correctement. On va juste appeler. Alors, la visioconférence, donc, on a tous été, une grande partie de la population mondiale a été contrainte de l'utiliser de façon extrêmement régulière. On commence à avoir des retours. Alors, la visioconférence, on ne l'a pas inventée avec le Covid, hein, elle existait depuis très longtemps, depuis, on va dire, pour les grosses entreprises et les gouvernements, les années 80 et puis les années 90, 95, ça commençait à se démocratiser. Et puis, plus l'Internet a été rapide, plus on a pu s'en servir tous plus ou moins. 1 heure de visioconférence avec des gens qui sont à l'autre bout du monde et que vous n'avez pas forcément besoin de rencontrer, c'est un outil extrêmement pratique. 8 heures par jour de visioconférence, c'est un outil absolument pas fait pour ça. Et il y a eu plusieurs études qui ont été faites par Stanford, par le MIT, et qui montrent pourquoi la visioconférence est un outil absolument pas fait pour communiquer avec les autres, en dehors d'un laps de temps court. Et sur les diverses slides que j'ai là, on a à peu près tous ces points d'achoppement qui font de la visioconférence un mauvais outil pour communiquer. Là, on commence dans l'autre sens, mais c'est pas très grave. Ça, c'est une des caractéristiques. Voilà, je te laisse remonter. Je suis à la première. Voilà. Prends le contrôle avec les slides si tu veux. Ouais. Non, c'est très bien. Ça, c'est un phénomène qu'on connaît, alors qu'on ne connaît pas tous, mais qui est de rester. Il y a une chose qui est épuisante, c'est par exemple pour les gens qui font du gardiennage, qui restent devant un écran de vidéo pendant très longtemps, sur lequel il ne se passe pas grand-chose. Autant il est peu fatigant d'aller voir un film d'action où il se passe plein de choses, parce que notre cerveau va être sollicité en permanence par des tas de scènes et des tas d'influx colorés, visuels, audio, etc. Par contre, une visioconférence dans laquelle il se passe en général, soyons très honnêtes, j'en ai pas vu des fantastiques, en termes professionnels je parle, c'est jamais qu'un échange de conversations, de réunions, de choix, de décisions sur des problématiques d'entreprise. Et donc finalement, vous vous retrouvez pendant des heures et des heures, où j'en ai même fait avec des politiques, on transfère l'assemblée plénière du conseil régional en visioconférence, donc 200 personnes qui s'expriment une fois toutes les 2 heures. Ça commence à 9 h le matin, ça finit à 18 h. Il se passe absolument rien, parce que tout le monde, de toute façon, finit par éteindre sa caméra. Et on a ce phénomène-là qui est que le cerveau n'étant pas sollicité par beaucoup d'influx, finit par s'user, entre guillemets, et s'endormir, se mettre en léthargie, parce que l'être humain a besoin d'interagir avec un environnement qui le sollicite pour rester animé.
Donc ça, c'est un des phénomènes. Ensuite, un autre phénomène qui est l'autovisualisation. C'est un truc tout bête, mais auquel on ne pense pas. C'est que quand on discute avec des gens, on ne se voit pas. Quand on discute avec des gens via la visioconférence, souvent, il y a une petite vignette où vous voyez vous en train de parler. C'est très perturbant pour le cerveau parce que vous avez une représentation de vous-même que d'habitude vous ne voyez pas et que vous n'avez pas. Ok, on se voit le matin quand on se rase et on se voit quand on se coiffe, mais le reste de la journée, vous ne faites pas attention à vos expressions du visage, à la tête que vous avez, etc. quand vous discutez avec les gens. C'est pas votre problème, vous êtes comme ça et vous êtes comme ça. Là, vous êtes en train de vous regarder, en train de parler aux autres. Ce qui fait que ça perturbe complètement votre cerveau, qui se demande, qui effectivement d'habitude n'a pas l'habitude de se voir, qui en plus, donc, et ça, c'est très, très perturbant. Donc ça, premier truc, supprimer cette autovisualisation, elle est très néfaste pour le cerveau humain. Une espèce de double qui est en permanence, qui parle en même temps que vous et qui est vous-même et qui n'est pas tout à fait vous-même puisque vous n'avez pas l'habitude de vous voir comme ça. Donc ça, c'est aussi un gros pour le cerveau humain de la visioconférence. Alors, je ne sais pas si on en souffre en ce moment, par exemple, mais la visioconférence, elle a beaucoup, en général, elle utilise on a tous des problèmes enfin, tout le monde n'a pas la même capacité de débit. On entend des gens qui disent « je coupe ma caméra, j'ai plus assez d'internet, etc. » Mais globalement, il y a en permanence des micro-décalages temporels. Quand on dit micro, ils sont vraiment tout petits. Un décalage notamment qu'on peut, si vous regardez, si vous faites très attention, ça peut arriver sur un film qui a été mal doublé, mal décalé, un tout petit décalage entre la personne qui parle et puis le moment où le son arrive jusqu'à vos oreilles. Et ce micro-décalage qui est parfois même pas du tout perceptible, pendant toute la réunion, votre cerveau va recaler systématiquement et va refaire le boulot. Et vous n'aurez pas eu l'impression du tout qu'il y a eu du micro-décalage, mais en plus d'écouter ces gens, en plus d'essayer de vous concentrer, en plus d'essayer de dire quelque chose d'intéressant de temps en temps, votre cerveau va faire le boulot de reconstituer, de faire finalement du montage en temps réel pour avoir une conversation cohérente. Quelque chose aussi qui est assez très perturbant, et ça c'est celui-là, c'est que quand on discute avec quelqu'un, suivant le degré d'engagement, de connaissance et d'intérêt de la conversation, vous avez il y a un appel du regard, c'est-à-dire qu'à peu près, suivant les personnes, encore une fois, et l'intérêt de la conversation, toutes les 40 secondes ou 1 minute ou 1 minute 30, là je m'adresse à vous deux et virtuellement je me tourne vers et la réalité virtuelle fait que, Nicolas, je sais que tu es un avatar, mais je regarde tes yeux néanmoins. Pourquoi j'ai mis cette petite flèche? C'est que la caméra, elle est 10 cm au-dessus des yeux dans une visioconférence. Et donc, le cerveau, là encore une fois, va passer son temps et votre tête à essayer de créer une connexion avec quelqu'un et il ne peut pas y arriver. Donc il va tout en boucle parce que l'humain est né comme ça et ça c'est des choses qu'on a dans le cerveau antérieur qui vient de même la parole. Comment engager une relation avec un autre être humain en se demandant s'il va être un ami, un ennemi, si je dois le fuir, etc., etc. Donc ça, ce sont des signes du langage corporel et le regard évidemment est quelque chose de très important. Et la visioconférence l'interdit complètement, c'est-à-dire qu'elle interdit une vraie connexion entre deux personnes. Et elle l'interdit physiologiquement. Donc c'est vraiment, ça en fait vraiment un outil absolument catastrophique pour communiquer. Je n'ai pas la réponse à la question que je me suis posée évidemment, c'est est-ce que le phénomène que je n'ai pas l'impression, parce que d'abord la fatigue, je ne ressens pas de la même fatigue quand on discute tous les trois, sans doute parce que déjà c'est très intéressant. Je me posais aussi la question par rapport à toi Yacine, c'est que j'ai rencontré déjà plusieurs fois Nicolas dans In Real Life, comme on dit, chez les jeunes. Yacine, je ne te connais pas dans la vraie vie. Et pourtant, j'ai l'impression de te connaître. Et j'ai pas mal de sympathie pour toi. Alors, bien sûr, je te vois, je connais ton image, je l'ai vu sur Teams, mais on ne s'est jamais rencontré physiquement.
J'ai quand même l'intuition, alors là, vraiment, on est dans l'empirique et ça n'engage que moi, mais j'ai quand même l'intuition que si on avait fait ces rencontres sur visioconférence, l'empathie que j'ai pour Yacine aujourd'hui serait quand même beaucoup plus faible qu'elle ne l'est aujourd'hui, parce que mon cerveau a quand même fait de l'avatar de Yacine une personne avec sa voix, ses attitudes, que je n'aurais certainement pas en visioconférence. Voilà. Donc, alors, la vie, et voilà, c'est pour finir, c'était ça, effectivement, tout ce langage corporel qui fait que ça, par contre, on y arrive en réalité virtuelle, c'est que, arrêtez les gars, on va pas s'énerver, ou je comprends plus le truc. Il y a et ça, c'est du langage corporel qui se voit. Hein. Les gens qui font la gueule à un moment, ou qui vous écoutent plus, qui mettent la tête en arrière parce que ça vous fait... Mais il y a une quantité, il y a des milliers de petits mouvements du corps de quelqu'un qui va prendre la parole, donc qui avance juste un peu le buste, quelqu'un qui va des millimètres et des millimètres et des millimètres et des millimètres que la visioconférence ne voit pas du tout. Ce qui fait que vous êtes complètement dans l'inconnu en permanence par rapport à qui va prendre la parole, est-ce que vous allez prendre la parole, et ça désorganise complètement une conversation humaine. Alors, ce qui est encore intéressant, plus avec les gens qui coupent leur caméra. Encore, excuse-moi Olivier, mais encore plus avec les gens qui coupent leur caméra, et c'est de plus en plus fréquent aujourd'hui parce que le bruit a couru, que ça consommait de la bande passante, et du coup on se retrouve des visios avec des initiales sur l'écran, c'est vraiment encore pire. Alors, ça, c'est l'outil. Et par contre, si j'ai quand même lu 3-4 études pour essayer d'avoir un discours un peu cohérent, par contre, on s'aperçoit que l'utilisation, la préparation d'une vidéoconférence, les gens qui sont réunis sont les bonnes personnes, contrairement aux réunions physiques auparavant où finalement on pouvait prendre, tiens, Michel, viens avec nous aussi. Et puis on s'est tous retrouvés dans des réunions, on se demandait vraiment ce qu'on foutait là. Le niveau de hiérarchie aussi est extrêmement réduit parce que finalement les gens qui sont à une visioconférence sont les gens dont on a vraiment besoin à cette visioconférence. On a aussi, et ça c'est un phénomène d'ubiquité, c'est qu'on n'a pas besoin de se déplacer pour aller à l'autre bout de Paris pour faire 1 heure de conférence. La visio le permet. Donc finalement, le principe de l'échange que nous, on est en train de faire, il est extrêmement efficace, mais il faut simplement ne jamais plus utiliser le moins possible Zoom, Meet, etc., et Teams et tous leurs amis, et passer au casque et à la réalité virtuelle pour faire ces réunions, parce que par contre, ça a vraiment optimisé la réunion en tant qu'outil de fonctionnement d'une entreprise. La visioconférence l'a complètement optimisé. Il y a aussi le fait aussi que les gens soient chez eux, effectivement, de façon un peu moins guindée. Et encore une fois, le truc le plus important, c'est que parfois, on n'écoutait jamais il y avait toujours dans ces visioconférences la personne qui prend la parole le plus, des dominants, des dominés, des leaders, on connaît tous ça dans un groupe. Là, par contre, la personne qui est peut-être un peu timide et qui vient d'arriver dans l'entreprise, mais qui est spécialiste du sujet ou qui est là exprès et on sait pourquoi elle est là, va pouvoir s'exprimer au même niveau que le président directeur général et faire état de sa compétence. Et donc, encore une fois, ça amène beaucoup de bonnes choses, mais certainement pas avec ces outils-là qui sont absolument pas faits pour ça, surtout de la façon dont ils sont utilisés en ce moment. Et comme vous le savez, j'ai la chance de pouvoir enseigner assez régulièrement. En enseignement, c'est pire que tout, quoi. Il faut vraiment... Alors, c'est beaucoup de travail pour rendre des cours en visio intéressants, et je le fais, ce travail. Mais je plains mes étudiants et je me plains moi-même. C'est vraiment une souffrance d'avoir cet outil-là. Donc là, je viens de réussir de convaincre mon école d'acheter une dizaine de casques. Donc on va pouvoir passer à des choses un peu plus sérieuses avant d'en racheter 10 et puis 10 et puis 10. Et puis encore une fois, qu'on soit en pandémie ou pas en pandémie, de toute façon, parfois des étudiants sont loin, sont à distance, les professeurs sont à distance. Donc de toute façon, continuons à utiliser ce que cette pandémie nous a apporté en termes d'écologie, de moyens, de
de praticité des choses. Et puis, par contre, allons vers les bons outils qui sont ces casques et pas ces foutues cochonneries avec des petites cases, des lettres. C'est en même temps la meilleure publicité que font les visioconférences pour la réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'en fait, la pandémie a créé un énorme marché pour la visio. Les boîtes d'IT se sont régalées parce qu'elles ont installé ça chez un petit peu tout le monde. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la Zoom fatigue. Et effectivement, Zoom, pour moi, c'est saut 2020, quoi. C'est vraiment ringard. Mais ça a correspondu vraiment à une situation, une béquille. Et il faut les remercier parce que si on n'avait pas eu la visioconférence, je pense qu'aujourd'hui, on serait dans la crise de 29, quoi. Vraiment, le monde se serait écroulé. Il ne s'est pas écroulé, hein. Ça a continué. C'est difficile, hein. On ne va pas se mentir. C'est difficile. Tout le monde s'adapte, etc. Mais le monde ne s'est pas écroulé. Et puis aussi, ça a profondément changé déjà le rapport à la ville. Il y a plein de gens qui sont partis. Enfin, je ne sais pas autour de vous, mais il y a plein de gens qui, parce qu'ils bossent 8 heures par jour devant leur écran, se disent que je le fasse là ou à la campagne, autant aller là où je peux respirer un petit peu. Donc, il y a déjà ce phénomène-là. Au niveau des entreprises et du foncier, en fait, ces entreprises n'ont plus besoin de leurs locaux. C'est-à-dire qu'elles louent des fortunes dans des centres-villes, des espaces qui sont aujourd'hui totalement vides, pour travailler avec des gens qui sont à distance. Donc, à un moment donné, on réfléchit 2 minutes, on se dit, mais est-ce que ça pourrait pas s'organiser, ça, d'un point de vue urbain? Est-ce qu'on pourrait se dire qu'effectivement, on n'est pas obligé de faire 2 heures de transport par jour pour aller dans un bureau où j'ai un ordinateur qui est connecté à Internet, qui pourrait me connecter à la maison, qui est à 2 heures d'ici? Donc, il y a une vraie réflexion autour de cette idée de réorganiser la ville autrement. Et puis, effectivement, la cerise sur le gâteau, c'est que cette fatigue, elle est le meilleur argument pour le développement des salles comme celle dans laquelle on est. Et aujourd'hui, il y a vraiment des dizaines de solutions qu'on passe notre temps à tester. Nous, on vient de faire une expérience sur Spatial, je vous en avais parlé. Pourquoi? Parce que justement, elle est mixte et qu'on peut aussi accueillir des gens qui n'ont pas de casque de réalité virtuelle. Donc, il y a une situation comme ça intermédiaire. Mais en fait, cette fatigue de la visioconférence, qui est aujourd'hui un fait social. Alors, je ne connaissais pas les études du MIT. C'est absolument passionnant ce que tu as présenté. C'est vraiment quelque chose qu'on a tous ressenti. Il y a d'autres éléments perturbants et des problèmes d'attention qui sont hyper importants. Mais en fait, ce sont les meilleurs arguments pour le développement de la VR professionnelle. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas tous ces arguments si on n'avait pas passé 1 an de pandémie et de sessions Zoom interminables. Et nous, on a fait une newsletter pour présenter ces nouvelles expériences en disant, si comme nous, vous n'en pouvez plus de la visio et que vous avez envie de passer à autre chose, venez essayer. Et en fait, du coup, c'est vrai qu'il y a une plus grande appétence, un plus grand appétit. Et quand on voit derrière que pour rentrer dans la danse, un casque, ça coûte ce qu'on sait, hein, très, très peu, qu'il y a déjà des solutions qui existent entre Glue, Engage, Spatial et d'autres, Vie Spatiale. Enfin, je sais pas, il y a vraiment, c'est un domaine. Meeting VR. Meeting VR, exactement. Mais pourquoi il y en a autant? C'est que ça correspond à un vrai besoin, qu'il y a un vrai développement, que certaines vont disparaître, d'autres vont... Et puis pour aussi à nous, professionnels, de voir comment est-ce qu'on les utilise, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un casque de VR et de donner rendez-vous à des gens. Il y a une organisation, il y a une façon de travailler. Ce que je trouve aussi passionnant par rapport au visio dans ce type d'espace collaboratif en VR, c'est qu'on peut importer également des éléments de contenu. Donc, si on est 10 à travailler et que chacun a travaillé aussi de son côté, on va poser les PDF, les images, voire les objets 3D qui ont été conçus par rapport à un projet commun. Et toute cette matière, elle va rester en fait dans cette pièce. C'est-à-dire que la pièce va être la mémoire d'un travail collaboratif qu'on n'a absolument pas sur Zoom. Parce que quand on fait une visioconférence, il y a des gens qui notent en même temps ou qui envoient des liens, mais grosso modo, ça rentre dans une oreille, ça part par une autre, et quand on ferme son ordinateur, il reste rien. Il reste strictement rien. C'est-à-dire qu'on a fait un partage d'écran, donc ça veut dire que c'est du travail qui a été fait en amont. Les gens vont regarder d'un œil plus ou moins distrait, et une fois qu'on a fini, on peut éventuellement recevoir le fichier, mais on n'a rien construit ensemble. Alors que là, dès maintenant, on pourrait, avec des personnes, sortir des post-it, écrire des idées, monter un projet. Et il y a quelque chose qui reste, avec des itérations, qui peut être amendé, évolué, et ça sans contrainte d'espace.
sans contrainte de localisation physique. Donc, tu parlais d'acculturation pour les musées, il y a une énorme acculturation à faire pour les entreprises, et il faut que les entreprises vraiment sautent le pas parce qu'elles n'ont que à y gagner. Vraiment, elles n'ont rien à perdre là où on est aujourd'hui, et non seulement elles ont à y gagner, mais c'est parce que tout le monde s'y mettra qu'on va créer également des nouveaux services et des nouveaux produits qui sont basés sur le virtuel, qu'un accompagnateur aujourd'hui ou un médiateur dans de l'intelligence collective, c'est un métier qui peut se transposer mais en 2-2 en virtuel et qui peut générer de la valeur, qui peut vraiment apporter quelque chose. Tu parlais de l'éducation. Moi, j'ai fait aussi un cours il y a 15 jours dans un lieu présentiel, mais je l'avais couplé sur spatial et donc j'étais aussi dans un espace virtuel. Il y a un monde, il y a énormément de choses à faire et c'est maintenant. Donc, merci Zoom, merci Teams, merci toutes ces plateformes, mais ciao et on passe à la VR. C'est vrai que l'autre jour, je préparais des documents et j'ai fait une recherche, j'en ai fait deux recherches sur Google, sur Zoom Fatigue, entre guillemets. Et la première fois, ça m'a renvoyé quasiment 42 millions de résultats, 42 millions de résultats. Et la deuxième, j'étais à 38, donc ça bouge un peu, mais voilà, à 38 millions, c'est complètement incroyable. Ce qui est assez étonnant, c'est que les gens qu'on a en proximité, qui viennent au lab ou qui sont dans les étages en dessous, puisqu'on commence à voir un petit peu de monde revenir dans l'immeuble dans lequel on est, et ceux avec lesquels on parle, ils sont tous fatigués de Zoom, mais ils n'arrivent pas encore à ouvrir une case de leur cerveau pour se dire « Ok, vas-y, montre-moi ce qu'on peut faire en réalité virtuelle, que je vois un peu comment c'est différent. » Voilà, pour l'instant, tout le monde est Zoom fatigue, mais pas encore assez pour dire « Ok, vas-y, donne-moi un casque et on essaie. » Il reste encore ce shift à faire. Peut-être qu'il faut encore 6 mois d'épuisement pour que vraiment tout le monde soit ramassé et qu'ils disent « Ah ok, bon là, vas-y, donne-moi ton casque maintenant parce que j'en peux plus. » Ou peut-être à regarder nos talks comme ça et se dire « Mais bon, les regarder en streaming, c'est tellement pas la même chose que de le faire ensemble. » Il faut vraiment emmener les gens dans la VR, c'est toujours la même chose. Oui, mais c'est vrai que ce que disait Olivier, c'est très vrai. C'est-à-dire le fait d'être ici, dans ce lieu, de se voir, c'est-à-dire de bouger ma tête pour voir l'un et l'autre, de voir les expressions que vous faites avec votre... En fait, tout ce qui est langage non verbal, effectivement, il survit. Il survit à la VR là où il ne survit absolument pas à la visio. Et c'est pour ça, d'ailleurs, aussi pour les expressions du visage, tu as posté, Nicolas, cette semaine, l'add-on de HTC pour rajouter sur les casques et avoir les expressions de la bouche. Facebook travaille également là-dessus sur effectivement des caméras qui filment l'intérieur, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le casque pour que nos yeux soient vraiment, qu'on ait une reproduction parfaite du visage. Donc en fait, c'est un gros sujet qui sera résolu. Encore une fois, on est en 2021, on n'est pas en 2025. Et en 2025, on regardera ces talks en se disant, mais tu te souviens, c'est comme Mario Kart, quoi. Et l'expression du visage et tout ce qui fait qu'on a une connexion sont au menu en fait de la réalité virtuelle. C'est-à-dire que là, on a déjà aujourd'hui tout ce qui est du langage corporel, tout ce qui est de la relation, tout ce qui est de la proximité, vous êtes assis l'un à côté de l'autre, moi je suis en face, etc., qui change tout. Déjà, c'est une première chose. La deuxième chose aussi, et il faut le dire, si vous avez une entreprise, vous faites des visios, c'est que pendant que les gens ont des casques, ils peuvent pas regarder leur téléphone. Oui. Mais leur attention est totale. Donc c'est un truc qui n'a rien à voir. C'est que là, ça fait 1h30 qu'on est ensemble, qu'on discute. Et pendant 1h30, on n'a pas regardé les trucs, on est vraiment ensemble. Et dans quelles conditions, même réelles, dans quelle situation aujourd'hui on a cette vraie coupure? Alors après, bon, je sais qu'il y a des plugins qui vont permettre d'avoir le téléphone en VR, etc. Mais en tout cas, notre attention, elle est pleine et complète parce que justement, c'est l'attention de l'ensemble du cerveau et pas de que quelques éléments, et c'est pas parce qu'on n'est pas capable de décrire toute cette dimension non verbale qu'elle n'existe pas. Et on la ressent. Donc vraiment, on invite, alors, évidemment, on est très bien placé pour ça, parce que c'est le Experto qu'on est en VR, mais vraiment, venez essayer, allez chez France Immersive Learning, il y a des médiathèques qui permettent d'essayer, etc. Ça, une fois qu'on a mis le doigt dedans, en général, il y a le bras qui part, et vous nous rejoindrez dans cette grande librairie qui est encore vide, mais où il y a beaucoup de place pour recevoir des gens qui sont intéressés par tout ce dont on parle. Absolument. Bon, moi, ça me paraît un super bon mot de fin pour aujourd'hui. C'était bien complet, c'était bien dense,
Comme d'hab. Ah, je vois que le lion. quel sujet. Oui, mais il finissait par m'agacer là, à rugir tout le temps, en silence quand même. Mais voilà, donc je l'ai un peu réduit, comme ça on le voit un peu. C'est aussi une chose qu'on peut faire en VR, on peut réduire des lions. Donc, voilà, alors récupérer un guépard, qui est beau comme ici. Avant que j'aille retrouver mes chats à la maison, voilà. On a un beau léopard sur le canapé. Hein? Avec ça, on n'arrive pas je rentre à la maison parce que je n'ai pas de nourriture. Bon, bah, écoutez, messieurs, c'était à nouveau un grand plaisir. Vraiment, ces rendez-vous bi-hebdomadaires maintenant. Non, oui, c'est ça, bi-hebdomadaires. Hein, sont toujours aussi agréables. La semaine prochaine, à notre place, eh bien, ce sera nos drôles de dames de la réalité virtuelle qui elles aussi, s'offrent des espaces de discussion et nous préparent de belles surprises puisqu'elles sont très créatives et pleines d'entrain et d'énergie et leurs talks sont largement aussi intéressants que les nôtres. Et puis donc, on se retrouve dans une quinzaine de jours pour un nouvel Expert Talk et partager notre passion, nos visions et des expertises tout à fait complémentaires mais convergentes qui sont les nôtres. Avec grand plaisir. Chers amis et spectateurs et ceux qui nous regarderont en replay, excellente soirée. À bientôt. À bientôt. Merci les gars, bonne soirée. Salut.